Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Sébastien Vray qui est le cofondateur de la startup Ezio. Ezio, pour résumer, on vient de clarifier le sujet, c'est la fintech du médico-social. Donc fintech, c'est une société qui travaille sur la finance, mais avec un lien entre finance et technologie. Et notre sujet aujourd'hui, c'est de voir comment on peut améliorer dans les établissements, mais pas que dans les établissements, aussi à domicile, comment on peut améliorer le rapport à l'argent des personnes, comment on fait en sorte que les personnes vulnérables puissent continuer d'accéder à leur argent, à le dépenser, parce que ça fait aussi partie des plaisirs de la vie. Et puis parfois, et par contre, ça peut être aussi une source de conflits et de difficultés. Donc, on va voir comment vous traitez cette problématique-là. Donc, merci Sébastien de participer à ce podcast. Et pour commencer, je te propose de te présenter. Bonjour Arnaud, merci de me donner l'occasion d'intervenir dans ton podcast que je suis déjà depuis quelque temps. Je m'appelle Sébastien Vray, j'ai 40 ans, je suis vendéen et après 15 ans à Paris, d'activités plutôt environnement, moi j'ai commencé au WWF France en 2016 déjà, ça fait longtemps. Et après être passé par la création d'une ONG de protection de la qualité de l'air, puis un bar à Paris aussi, en mode électro-bobo, voilà. Je suis arrivé dans la création d'une entreprise qui s'appelait Courseur et qui, gérait la livraison collaborative et on rentrait assez rapidement dans la Silver Eco, parce qu'on avait la volonté nous de pouvoir mutualiser les trajets des voisins en campagne pour qu'ils puissent bénéficier à des personnes dites vulnérables, mais qui ne pouvaient pas forcément se déplacer. Et puis on s'est Ok. aperçu que Courseur, ça n'allait pas fonctionner, mais comme on était inséré dans la Silver Eco, on a eu la chance pendant le salon de Silver Expo, de salon des services à la personne, à Porte de Versailles en novembre 2019, de rencontrer énormément de responsables d'agences de services à la personne, d'établissements de services à la personne, qui m'ont dit: «C'est sympa votre truc de course là, mais nous, notre problème, c'est vraiment le paiement. Le paiement des courses que les intervenants à domicile vont, réaliser au quotidien pour, ces personnes vulnérables et on n'a aujourd'hui aucune, solution». Et donc je suis rentré, à voir mes équipes, j'ai dit: «Les gars, les filles, c'est ça qu'il faut faire, il faut qu'on les aide, il y a un vrai sujet, là-dessus». Donc la problématique étant posée, je suis content qu'on puisse parler d'argent et de prendre un peu de hauteur sur cette thématique parce que nous, on a une solution qui est très fonctionnelle, hein, à un problème bien précis, qui est bien connu, soit des établissements médico-sociaux, mais aussi des dirigeants et des salariés des services à la personne. Mais la partie argent, de manière un peu plus fine dans les relations, c'est un peu ça aussi qui est à la base de notre société. Oui, c'est clair. Et puis c'est une source de conflit terrible. On dit les bons comptes font les bons amis. À domicile, quand il y a pas mal d'intervenants, j'imagine que ça peut être vite très compliqué, même si moi ça c'est une problématique que je connais moins, mais on imagine facilement. Et puis le sujet que je trouve aussi intéressant, c'est que en établissement, peu importe que ce soit personnes âgées, des adultes, personnes en situation de handicap, la problématique c'est que souvent on n'aime pas qu'il y ait de l'argent qui circule. Tout à Même la fait. carte bancaire, c'est un peu chiant parce qu'on se dit: «Ouais, mais si elle disparaît, si elle est utilisée, à mauvais escient, qui en est responsable?» Donc c'est souvent très compliqué et pourtant si moi ce que je trouve, c'est qu'il y a un vrai sujet autour de à la fois, bon, c'est le sujet classique, mais bientraitance, bienveillance, mais même d'un point de vue éthique, d'un point de vue dignité de la personne, de quel droit on interférerait dans sa manière de dépenser son argent, quoi. Je sais pas si ça, c'est un C'est sujet ça. pour vous?
Alors ça, c'est un vrai sujet sur le médico-social, cette question, de des aidants familiaux d'une personne, en situation de handicap qui vont vérifier la dépense d'argent personnel, de leur, fils, de leur fille. Ça, c'est un vrai sujet, je serais content de retourner ça parce que ça c'est une c'est une atteinte, claire, selon moi, hein, c'est une atteinte claire à la liberté, une des libertés fondamentales de toute personne, de disposer de son argent et d'en faire ce qu'elle veut. Donc d'un côté, Mmh. c'est vrai que, la vérification des dépenses d'une personne vulnérable, que ça soit, en établissement, par les familles ou même par les petits-enfants ou les enfants pour une personne, pour leurs parents, il y a cette, c'est presque une infantilisation, bon, bah, tu es vulnérable, donc tu ne sais pas bien comment gérer ton argent, puis tu vieillis en âge ou tu n'es pas capable parce que tu es handicapé, tu n'es pas capable de dépenser ton argent. Mais de quel droit? Voilà. Donc ça, c'est vrai, c'est un point important sur lequel on pourra revenir. Et l'autre point que tu abordes, c'est, effectivement les bons comptes font les bons amis. Toi Arnaud, souvent je commence, mes pitchs, devant des audiences, c'est: «Est-ce que parmi vous, il y aurait quelqu'un qui voudrait bien me passer sa carte bleue avec son code pour que j'aille lui faire une petite course?» En général, dans la salle, personne lève son doigt parce que personne ne donne sa carte avec son code. Et en fait, on s'aperçoit et ça a été toujours un peu délicat d'aborder ce sujet, de pointer du doigt ce sujet-là chez mes clients, parce que ce sont mes clients et j'ai pas envie de les accuser de mal faire les choses. Mais il y a une réalité, c'est que la plupart du temps et depuis le début, les intervenants à domicile, pour aller faire les dépenses d'une personne vulnérable, chez elle, vont lui demander plusieurs choses. C'est: «Ben, moi, comment je paye?» C'est pas l'agence. Parfois, il y a des agences qui avancent l'argent, mais la plupart du temps, l'auxiliaire de vie va demander, en toute confiance, la carte bleue avec le code d'une personne, âgée, soit un chèque en blanc en prenant sa carte d'identité, la carte d'identité de la personne vulnérable et sa propre carte d'identité pour prouver en magasin qu'elle est bien en mission, ou alors des espèces. Et donc, si personne dans la vie courante ne donne sa carte bancaire avec son code, pourquoi une personne vulnérable, qui est donc encore plus susceptible finalement d'être exposée à des risques, devrait le faire? Et donc c'est pour ça que notre proposition de valeur, c'est d'éviter justement tout contact, tout échange d'argent, quel qu'il soit, entre un professionnel et une personne vulnérable. OK. Et du coup, ça marche comment? On se doute qu'il y a de la carte bancaire, derrière Bah, tout ça, peut-être plus nominative, mais concrètement, ça marche comment? Concrètement, donc, nous, on fournit aux professionnels directement, des cartes de paiement qui sont reliées à un logiciel qu'on a développé, un logiciel maison, qui permet de piloter les cartes de paiement. Donc chaque intervenant va désormais utiliser la carte de paiement qui est fournie par son employeur, en établissement ou, en agence. Concrètement, le cas d'usage est très simple, c'est, un responsable d'établissement d'aide à domicile va dire: «Bon OK, chère équipe, je vous remets maintenant, des cartes de paiement». Donc elles sont au nom de l'établissement, je vous les prête. Donc dans le logiciel, il n'y a plus qu'à affecter la carte à quelqu'un, à un salarié et cette carte est chargée avec, le l'argent des personnes vulnérables sous réserve qu'il y ait un mandat de prélèvement SEPA qui soit signé pour alimenter ce compte. Et chaque intervenant va désormais avoir sa propre carte et aller faire les paiements, toutes les courses, la pharmacie, l'Intermarché, la boulangerie. Et chaque fois qu'un intervenant, réalise un paiement, il est alerté sur son téléphone pour lui dire: «Tiens, je sais que tu viens de dépenser de l'argent. Dis-moi pour qui tu as fait les courses». Donc, il a la liste des bénéficiaires qui sont enregistrés dans l'établissement, de service à la personne. Et puis ensuite, fais-moi une photo, du ticket de caisse, du justificatif et tout est remonté en temps réel dans une interface qu'on a développée et qui permet donc à l'établissement de vérifier tous les mouvements, tous les paiements de tous les intervenants à domicile, d'en avoir les justificatifs et de pouvoir donner accès à l'extérieur, donc aux mandataires judiciaires, aux tuteurs, aux membres de la famille qui sont autorisés par la personne vulnérable, un accès à l'historique des transactions et tout un tas de fonctionnalités d'export et de gestion de cartes, de plafonds, qu'on a l'habitude d'avoir nous à titre personnel sur nos applis mobiles.
Donc c'est OK. assez simple au final, mais c'est très adapté en tout cas à leur métier, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on a adapté, concrètement à leur, mode, à leur fonctionnement, du quotidien, un outil pour, viser, à la fois la performance, et surtout la sécurité. Je comprends. Donc le principe, c'est plus une carte bancaire professionnelle mais qui est pas reliée au compte des usagers. Pas du tout, C'est après il y a une effectivement, chaque refacturation, c'est ça? alors on va éviter la refacturation parce que ça c'est chronophage et on peut l'éviter. C'est un Le on prélèvement ouvre alors? Alors exactement, OK, on ouvre un compte en banque, tampon pour chaque établissement, sur OK. lequel on va venir prélever chaque bénéficiaire. Donc le compte personnel de chaque bénéficiaire va venir, alimenter ce compte. Donc ce qui fait que ça ne rentre pas en comptabilité parce que c'est pas de l'argent qui rentre pour la structure, c'est de l'argent qui appartient encore, aux bénéficiaires. Donc c'est ce qu'on appelle un compte de tiers, c'est une gestion pour compte de tiers et donc madame Huguette, a accepté que, on lui prélève, un premier montant de 100 euros, par exemple. Ça alimente le compte, de l'établissement, qui est au nom de l'établissement en tout cas, et ça permet d'alimenter les cartes bancaires, les cartes de paiement. On n'a pas le droit de dire carte bancaire. OK et c'est un système finalement vous, ce que vous développez, ce que vous proposez, c'est plus un système de compta où après on va imputer en fait, on va tenir un peu comme le livre de caisse, on va pouvoir imputer les dépenses et puis ouais et puis on voit le suivi de ce qui a été dépensé par personne On voit le et ça suivi, évite, voilà, on voit le suivi par personne, mais alors, ça comme ça ne rentre pas en comptabilité, il y a juste une déclaration en fin d'année pour dire, moi, établissement X, j'ai, 1 500 € sur un compte, qui est une dette que je dois à mes clients, en mmh. fait, à mes bénéficiaires. Mais il y a pas de comptabilité, c'est ça qui est bien. En fait, l'argent ne rentre pas sur le compte, Oui, je de comprends. fonctionnement Non, de l'établissement, tu vois? c'est ça, mais c'est la plateforme qui tient les comptes de tout le monde, Bien sûr, en direct exactement, en temps réel et avec les justificatifs et ça, c'est bien. exactement. Hem, j'ai une question, si comment vous plafonnez le système? Ça veut dire que si j'ai mis 100 euros ou s'il y a eu un prélèvement de 100 euros de mon compte, comment on s'assure que, les auxiliaires vont pas faire plus de 100 euros de dépenses pour moi? Alors ça, c'est une question centrale parce que c'était une vraie stratégie au départ. Il y a ce que l'on pense dans les bureaux et il y a ce qui se passe dans la réalité sur le terrain. Ouais. Madame Huguette, on va définir avec elle que, par exemple, ses dépenses hebdomadaires de courses, c'est 100 euros. Oui, mais madame Huguette, si jamais, son micro-ondes casse et qu'il faut aller faire en urgence, un achat qui fait plus de 100 euros. En fait, bah, vous êtes limité par la technique, alors que la pratique veut que, bah, si on a envie de dépenser 105 euros pour madame Huguette, eh bien, on peut le faire puisque de toute façon, ces 105 euros vont être reprélevés sur son compte pour les remettre à l'équilibre. Donc en D'accord. fait, on a préféré nous la flexibilité, de ce que vivent les gens au quotidien, vous voyez? Ouais, je comprends. Plus Non, mais OK, oui, c'est vrai que ça donne la souplesse et c'est vrai que gérer l'argent, c'est moi, ce que je vois surtout, il y a ce côté de respect de la personne, hein. C'est vraiment une question de dignité, c'est de dire, c'est son argent, elle l'a gagné, elle a le droit de le dépenser comme elle l'entend. Sauf que la possibilité, c'est que souvent, elle est pas en mesure de le faire, elle a besoin d'être aidée, d'être accompagnée pour dépenser. Sauf que derrière, il y a une gestion, assez terrible, si que ce soit à domicile ou en établissement. C'est bah, comment on fait la caisse, comment on tient les comptes, comment on oui, s'assure qu'il y ait de l'argent, comment si on perd un billet, ben c'est oui, quand même la merde. Voilà. Et puis ça peut amener des suspicions, tout ça. Donc c'est vrai que le côté voilà digitalisé, enfin je veux dire on utilise de moins en moins l'argent liquide. Maintenant c'est carte bancaire pour tout le monde. Et c'est vrai que pouvoir utiliser cette technologie qui existe depuis quand même très, très longtemps, dans notre quotidien, c'est bien de pouvoir ouais. l'utiliser aussi dans les établissements pour les usagers, quoi. Tu touches du doigt quelque chose que je redis souvent, c'est en fait chaque bénéficiaire, chaque client d'un service d'aide à domicile est unique. Il a, une famille qui est proche ou distante, ou pas de famille du tout. C'est une personne qui va soit donner, de l'argent liquide, soit des espèces, soit un chèque, soit elle est sous tutelle, donc il y a une relation avec le tuteur et en fait le quotidien d'une aide à domicile, c'est du cas par cas et donc devoir gérer pour un tel: «Ah ben mince, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez ouvrir un compte courses dans le Carrefour Market
au Carrefour Market du coin que la famille va gérer. Ça, c'est pour le cas numéro un. Le deuxième cas, c'est: «Non, mais moi, je préfère vous donner un chèque». Bon, mais vous redonnez un chèque. Mais après, s'il y a plus de chèque, l'auxiliaire, un jour, elle arrive, il dit: «Ah, ben il y a plus de chèque, je fais pas de courses». Bah si, il y a un devoir moral, donc ils vont trouver une solution. On a des auxiliaires qui avancent, il y a des auxiliaires aujourd'hui qui avancent des courses pour des bénéficiaires parce qu'elles ont ce sens du devoir moral. Et donc, tu rajoutes de la suspicion à un moment qu'il va falloir prouver, donc qui engage ensuite des cadres de l'établissement de service à domicile qui va devoir dire: bon, ok, on reprend tous les tickets, on va tous les scanner, on va les envoyer à la famille pour montrer patte blanche. Et puis s'il y a un billet qui disparaît, et en fait, c'est au final le taux d'emmerdement et donc le taux d'efficacité, il tombe au plus bas parce que chaque bénéficiaire est unique. Et ce qu'on apporte nous avec de la digitalisation, c'est ni plus ni moins qu'un process unique qui va s'appliquer à tout le monde. C'est peut-être pas le meilleur, on peut l'améliorer. C'est une proposition qu'on fait de manière la plus optimisée qu'on a pensé, en tout cas avec nos futurs clients il y a plus de 2 ans et demi. Mmh. Mais c'est un nouveau mode opératoire auquel tous les SAD, tous les établissements médico-sociaux vont devoir se conformer. Et pour gagner en efficacité, gagner pour éviter les surprises, éviter de devoir gérer des situations de crise derrière où bah, madame, vous m'avez donné 20 €. Non, non, je vous ai donné 50 €. Bon voilà, suspicion, il manque de l'argent, Mmh. la famille n'a plus confiance, et cetera. Ce qui entache ensuite, l'image de marque de la société, qui met des auxiliaires de vie dans l'inconfort, alors que c'est un métier qui est déjà pénible. Alors autant l'améliorer. Donc cette question de qualité de vie au travail est centrale. Donc en fait, on va résoudre énormément de choses sur un spectre qui est très large, autant pour l'agence, l'établissement, que pour la personne vulnérable, que pour le mandataire judiciaire ou le tuteur, qui lui va avoir accès à tous les exports de justificatifs, que la famille. En fait, tout le monde bénéficie de cette digitalisation. Ouais, 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 non, mais c'est une information qui passe, d'une manière plus fluide et ça évite de, voilà, de devoir faire des tableaux, des papiers de recompter. Non, c'est vraiment intéressant. Je vois vraiment bien l'intérêt pour le service à la personne, pour le fait d'aller faire les courses pour des gens qui sont chez eux. En Mhm. établissement, c'est quel usage? Parce que je me dis, le sujet, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire, des cartes de paiement, plutôt par usager, par personne, plutôt que par professionnel. C'est c'est une bonne remarque qui me permet d'aborder notre positionnement par rapport à d'autres propositions, en tout cas aujourd'hui sur le marché. Je reviens après sur l'EMS, mais je pars tout de suite sur notre proposition, notre positionnement. C'est que depuis le début, on s'est dit que l'accompagnement d'un proche en situation de vulnérabilité, ça prend du temps. On parle souvent du quotidien des aidants familiaux avec des burn-out, un stress de gestion. Nous, on s'est dit, la personne vulnérable n'est pas capable de gérer une carte qui va être lui attribuée, qui va lui être attribuée nominativement. Parce que c'est quelque chose de digital, qu'il va falloir fournir des papiers d'identité pour ouvrir un nouveau compte et gérer un abonnement. Et si c'est la famille qui doit le faire, c'est ce qui se passe en général, en fait, on va pas délester les aidants familiaux de, de ce de ce poids entre guillemets de gestion courante de la vie d'un proche vulnérable. Et nous, on s'est dit, mais non, mais en fait, vous allez au restaurant, on vous demande pas de découper le pain. Vous allez dans un hôtel, on vous demande pas de faire à manger vous-même, tu vois? Donc moi, je considère que, une famille aujourd'hui a besoin d'aide, et donc elle va demander à un professionnel du médico-social ou du SAD, dire: «Écoutez, moi j'ai besoin d'aide pour accompagner mon proche». Bon, bah, si le SAD arrive et dit: OK, pour les courses, pas de problème. On va pas vous demander de vous équiper vous-même d'une carte que vous allez devoir alimenter vous-même. N'oubliez pas de le faire, sinon l'auxiliaire pourra pas l'utiliser, et cetera. Et ben, nous, on propose aux professionnels d'être un peu all inclusive. C'est: «Ne vous inquiétez pas, chère famille, chère personne vulnérable, on s'occupe de tout». Tu vois? Mmh. Donc, heu et donc sur ce positionnement-là, on est très clair, et je pense que c'est ça qui fonctionne aujourd'hui, et c'est ça qui a prouvé que notre modèle aujourd'hui fonctionne bien depuis 2 ans et demi. Ça Ensuite veut sur dire qu'en le, est ouais? vas-y. Non, non, c'était pour rebondir sur ta première partie, Ouais, c'était c'est ça. dans le médico-social, le cas d'usage.
est un peu différent, mais il est toujours sur le même schéma, c'est qu'un professionnel va faire les dépenses d'une personne qui ne peut plus les faire, une personne vulnérable. Et en établissement médico-social, nous, nos clients principaux, aujourd'hui, ce sont des masses, des femmes, des mecs. Alors, je me la raconte avec ces acronymes parce que je les connais depuis pas longtemps, mais donc les MAS, ce sont des maisons d'accueil spécialisées, les femmes, ce sont des foyers d'accueil médicalisés, et les mecs, ce sont des maisons d'enfance à caractère social. Et en fait, il y a 3 typologies de profils et de résidents dans ces établissements, mais en tout cas pour les MAS et les femmes, on est sur des GIR 1, 2, c'est-à-dire des personnes qui sont soit handicapées, soit polyhandicapées. Et donc l'éducateur, lui, il va avoir comme mission de réaliser tout ce qu'a envie, de faire, une personne, résidente en situation de handicap. Cette personne-là, elle a de l'argent personnel. Je tiens à dire qu'on ne dit pas argent de poche parce que c'est infantilisant, parce que ce sont des adultes, mais cet argent personnel, ils ont le droit de le dépenser comme ils veulent. Donc si, Mathieu, qui est, autiste, dans un établissement, de l'API ou de la Page ou de quelques grands réseaux qu'on connaît, eh bien, s'il dit: «Moi, je voudrais un pull, des chaussures», bah, il dit: «Oui, OK, pull et chaussures». Donc le cas d'usage aujourd'hui, c'est que l'éducateur, il va aller à l'accueil, il va dire: «OK, est-ce que tu peux me sortir dans le coffre-fort, dans la boîte qui est dans le coffre-fort, des espèces qu'on a préalablement retirées avec la carte de paiement du résident. Est-ce que tu peux me passer 100 euros? Oui. La personne arrête ce qu'elle fait, elle ouvre un coffre, elle sort une boîte en métal, elle sort 100 euros, elle lui dit tiens, je t'ai donné 100 euros, tu me signes un bon de sortie. Et ensuite, l'éducateur revient et soit il note dans un tableau Excel, soit dans un classeur avec du papier. Il met des tickets dans l'enveloppe, soit il redonne à la responsable comptable, administrative ou autre qui a prêté l'argent, qui a donné l'argent, redonne l'argent. Ils vont compter la pièce de monnaie, ils vont tout consigner, ils vont ensuite saisir tout dans les logiciels comptables, une fois, deux fois dans le logiciel résident. Et en fait, voilà, il y a des circulations d'espèces aujourd'hui dans les établissements médico-sociaux pour les dépenses d'activité et pour les dépenses d'argent personnel des résidents. Et on voit passer des milliers et des milliers et des milliers d'euros parfois dans des caisses d'espèces, c'est hallucinant. Et donc notre proposition, elle est Perte de simple. temps, enfin, L'éducateur, ah, c'est une perte de temps. Pour les établissements médico-sociaux, clairement, c'est le gain de temps. Nous, quand on va voir les directeurs des affaires financières, ils nous disent, mais je vais gagner 30 heures. 30 heures par mois, c'est énorme. Alors que nous, notre logiciel ne coûte pas 30 heures de boulot. Et surtout, ils se disent, mais je vais pouvoir me concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Ce qui permet, en guise de conclusion aussi, c'est de dire, le digital ne doit pas transformer ne doit pas remplacer les activités humaines. Il est là pour nous épauler sur des tâches répétitives, redondantes, à faible valeur ajoutée. ouais, non, mais c'est clair. Et puis, la personne qui gère la caisse, en fait, là, elle est en congé, donc on fait comment pour aller faire les courses? C'est toujours Exactement. le Il y a débat. quelqu'un d'autre qui va dire: «Ah bah oui, je sais plus comment on fait, mais tiens, je vais essayer». Puis bon, chacun va noter à sa sauce. Et puis si la personne à l'administration, elle est pas disponible à 17h30 ou le week-end, bah, comment on fait? Et ben, il aurait fallu anticiper le jeudi de retirer. Donc il y a pas de flexibilité. C'est-à-dire que Mathieu, lui, s'il a envie un samedi de dire: «Bah moi, je voudrais bien aller boire avec les copains, je voudrais bien aller boire un coca, au Troquet du coin», ou si les éducateurs, se baladent en voiture et puis disent: «Tiens, il y a un parc d'activités où on va manger au restaurant», et ben, en fait, ils sont obligés de tout prévoir. Alors que là, l'éducateur, il a une carte bancaire dans sa poche. À chaque fois qu'il paye, il dit: «Tiens, j'ai dépensé, coca, frites, burger pour Mathieu, une paire de chaussures, une glace pour, Michaël. La sortie bowling, bon ça c'est l'établissement, donc je note que c'est pour l'établissement», et en fait, tout est fluide, tout est tracé, beaucoup et tout est beaucoup plus simple. D'accord. Parce que oui, on peut aussi considérer que c'est pour l'établissement. Ça marche aussi. En gros, ça revient à une carte pro classique. Exactement, Ouais, exactement. En fait, on peut affecter avec ces cartes, soit que c'est une dépense d'argent qui est imputable à un résident, avec son argent personnel, et ok. soit c'est une dépense d'activité. Alors dans le premier cas, quand c'est une dépense personnelle, et c'est là où je reviens un peu à ce qu'on se disait aussi au début, c'est que normalement, Michael, il dépense, il veut s'acheter, je reprends l'idée du bob parce que ça m'avait marqué, mais il veut s'acheter un bob à 5 euros. Et ben en fait, l'éducateur, il n'est pas obligé, personne n'est obligé de mettre un justificatif pour dire qu'il y a un bob qui a été dépensé. Ce qui pose, 2 questions. C'est parce qu'il y a des familles qui vont arriver et dire: «Oui, mais vous avez dépensé un bob, à 5 euros pour mon fils, mais il en a pas besoin».
Et en fait, j'ai eu des discussions avec des responsables d'établissement qui me disaient: «Et comment trouver les mots et la pédagogie pour dire: "C'est pas à vous de décider si c'est bien ou pas pour, votre enfant qui s'achète un bob ou pas"?» Donc il y a une espèce d'hyper-protection, des familles qui je pense qui existe parce que pour de bonnes raisons, hein. Heu, mais mais cette dépense de l'argent, en tout cas maintenant que nous on peut la flécher, la contrôler, la rendre transparente, se pose la question de: «Est-ce qu'on met justificatif ou pas de justificatif?» Oui, bien sûr. Après, de toute façon, vous proposez un moyen. C'est sûr que la question de est-ce qu'il faut dépenser ou pas, c'est Exactement. un autre sujet. Est-ce qu'il faut justifier, voilà. C'est clair que c'est complètement un autre sujet où là, on arrive vraiment sur une question éthique qui est intéressante. C'est est-ce que les gens ils font ce qu'ils veulent ou pas avec leur argent? Et tu vois, c'est là aussi la question de la dignité. Après tout, tu vois, par exemple, une personne âgée qui, je reviens sur les personnes âgées, mais bah, qui ont toujours eu de l'argent, des pièces, Oui, des billets dans leur porte-monnaie et tout, bah, déjà là, on leur dit: «Le porte-monnaie, on va le mettre au coffre parce que sinon vous allez le perdre» et en fait, c'est ultra violent. Alors, le fait d'avoir une carte, tout ça, ouais. puis alors c'est parce qu'ils sortent peut-être moins, ils ont peut-être moins de d'envie aussi de et encore, c'est parce que je pense qu'on empêche d'une certaine manière, pour protéger, tu vois? C'est toujours cette question, hein, sécurité, liberté, autant sur la possibilité d'aller dehors ou le risque de chute, il y a aussi la question de l'argent, ce qui est ultra infantilisant, tu vois? On donne pas d'argent à un enfant, ou on fait gaffe à un petit parce qu'on sait qu'il va le perdre, il va le laisser traîner, puis après, voilà donc et c'est ça qu'il faut C'est travailler. c'est le Ouais, c'est le subtil dosage, c'est l'évaluation entre, la protection de la personne et sa liberté. Oui, Hem, c'est clairement une question de liberté. j'ai entendu c'est ça, mais je veux di après, on pourrait même aller très, très loin. C'est qu'une personne moi en fait, on j'ai beaucoup de discussions avec nos clients qui sont très riches sur la tutelle, aussi. Il y a des personnes, des anciens chirurgiens, qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, qui commencent à faire n'importe quoi avec et qui sont sous mesure de protection, avec des tuteurs. Et est-ce qu'on peut donc c'est une vraie question, c'est que le gars, il va dépenser n'importe comment, il va s'acheter un iPhone, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Donc à quel moment, en fait, on lui dit: «Mais vous en avez pas besoin» et à quel moment on le prive de sa liberté pour sa protection, tu vois? Ouais, ouais, non, mais Donc qui décide de ça à ce ouais, moment-là? ça, il y aura jamais vraiment de bonne réponse parce que voilà, c'est de l'accompagnement justement. Mais déjà juste le fait de Oui. permettre aux gens d'accéder à leur argent, même si c'est via un tiers, ça me paraît quand même, super important. Hem, C'est vrai, tu as raison. En fait, ils pourraient dépenser ce qu'ils veulent, puisque aujourd'hui et sans être en tout cas, en insécurité de devoir donner leurs propres moyens de paiement. Mais en tout cas, via le professionnel aujourd'hui, s'ils veulent, s'acheter un fraisier, pour célébrer, quelconque occasion, tu dis à l'auxiliaire de vie: «Bah, aujourd'hui, je veux un fraisier». Ben, la personne, l'auxiliaire de vie, elle dit: «Bah, écoutez, je vous ramène un fraisier avec grand ouais, c'est plaisir». ça, tu vois? Autant l'iPhone, c'est vrai que c'est un peu abusé tous les jours, tu te dis: «Quel intérêt?» Par contre, se faire plaisir sur un truc comme ça, aller au resto, tous les jours et puis, bah, pourquoi pas? À partir du moment où, ça lui fait vraiment plaisir et c'est son choix et voilà, c'est ça vraiment aussi l'accompagnement, c'est permettre et pas être, Et si cette personne a le et diabète, ben, bénéfice, risque, liberté, sécurité, est-ce que tu vas autoriser discussion en équipe c'est comme, ça. et Non, pas un fraisier tous les jours madame, là, pour votre et diabète, ça va être consensus, non, compliqué. mais après et encore, tu vois? Pourquoi pas? Discussion, ouais et encore pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est vrai, hein, je veux dire, qu'est-ce qui moi je suis heu, je suis plus un libertaire, un libéral au sens, du mot liberté. C'est que, bah, si j'ai envie d'emporter mon argent dans ma tombe, enfin, si j'ai pas envie d'emporter mon argent dans la tombe, j'ai envie de le dépenser comme je veux, diabète ou pas diabète, je veux dire, c'est vrai cette question de, en fait, toutes les personnes âgées, puisqu'elles ont l'air âgées, eh bien, on les met un peu toutes dans le même sac avec une espèce de candeur et de un regard comme ça infantilisant, alors qu'en fait ces gens-là ont été, cadres dirigeants, ont été, des gens très organisés dans leur vie, ils ont toujours su, décider, comme il faut. Pourquoi même à 80 ans en fait? Parce qu'on a l'impression qu'ils perdent leur capacité, ils sont quand même,
la même personne qu'ils ont été, Ouais, et puis toute même leur pas, tu vie. vois, on Donc, surprotège, hein. pourquoi je déciderais pas C'est de la d'emporter? surprotection, tu vois? Est-ce que toi, Bah oui, tu manges bien et tous les jours? Équilibré, et non, alors après tout, s'ils veulent, et non. déconner un peu, bah, c'est tout. Tant que mais bon, c'est vraiment ça, hein, l'idée et de permettre ça, parce que c'est vrai que si juste, tu vois, une fois de temps en temps, la personne, elle veut se faire plaisir et qu'elle a pas accès à son argent, c'est quand même tellement triste, quoi. Moi, je trouve. Oui, je suis d'accord. Et moi, j'ai une question pour toi aussi, c'est dans les EHPAD, je me demande aussi, quelqu'un qui est dans sa chambre, qui a ses meubles, qui a ses tableaux, qui a sa télé, pourquoi, ou comment ça se passe si moi, à 85 ans, je veux, m'acheter quelque chose? Comment ça se passe Mmh. aujourd'hui dans les EHPAD? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire: «Bah oui, si vous voulez, je vais vous faire une petite Mmh, course»? non, bah, ça va dépendre. C'est vraiment souvent, c'est la famille. Parce que tu vois, finalement, l'EHPAD a pas cette responsabilité-là. Tu vois, finalement, le service à domicile qui vend une presta d'accompagnement et d'aller faire les courses, bah, forcément, il fait les courses. Et ça fait partie de son rôle. En EHPAD, Oui, techniquement, il y oui, a pas ça. Les gens doivent venir avec leur mobilier, dans le meilleur des cas, ou alors on propose un mobilier fixe et du coup, c'est réglé. Ils ont même pas besoin de venir avec. Heu, Ils veulent s'acheter quelque chose, ils mmh, l'achètent, tu vois? Donc ils passent par leur famille. En général, on va passer aussi par le tuteur, où l'EHPAD, l'établissement va un peu se désengager en disant, bah écoutez, oui, nous, on n'est pas là pour faire vos courses et acheter vos trucs. Vous êtes autonome, enfin, vous êtes libre, tu vois, et à vous de le faire. Si vous êtes sous tutelle, ben, on va solliciter le tuteur, sauf que le tuteur, bah, ça risque de prendre un petit peu de temps. Ou alors, moi, tu vois, je les faisais dans un c'est établissement. On achetait des trucs, on commandait, et puis après, on refacturait, en fait. Mais c'est assez rare que ça se passe comme ça. Et puis, c'est une manip, ouais, c'est un peu parce que ça chiant. pourrait être un vrai service de confort, hein, dans les EHPAD. Ouais, bah, oui, Mais c'est c'est sûr que, tu touches un autre point important que j'ai vu passer, c'est, dans les EMS, les établissements médico-sociaux, beaucoup de directeurs et directrices s'interrogent sur: «Oui, mais c'est pas mon rôle, moi, de gérer l'argent et les dépenses des résidents. Ça devrait être à la famille de s'en occuper» et c'est vrai que d'un point de vue, réglementaire, les établissements, il n'y a pas de contrat de délégation pour dire: «Je vais gérer l'argent de votre fils». Mais c'est un devoir moral qu'ils prennent, enfin qu'ils prennent à cœur en tout cas et c'est cette autre question aussi, par exemple, dans les services à domicile. C'est vrai ce que tu dis, c'est que beaucoup de services à domicile ont internalisé cette responsabilité. Ça devient leur bah, c'est une responsabilité presta, tu d'avoir vois, ça fait dépensé. partie Parce du qu'ils truc. pourraient dire: «Moi je» exactement, ouais, c'est une presta, mais cette presta donc elle engage leur responsabilité et on a des services d'aide à domicile qui ont dit: «Nous, on ne gère pas les courses, on demande aux familles de le faire. Comme ça, on n'a pas à gérer d'argent». Et certains se disent, bah oui, quand on leur présente Ezio, ils disent: «Oui, mais c'est super votre truc, mais nous, on n'a jamais internalisé cette prestation, donc on ne veut pas prendre la responsabilité qu'un jour on nous accuse de, vol ou de pas vol ou autre». Donc il y en a qui le font pas. Et dans les EHPAD, c'est ce que tu disais, bah, vous n'avez pas pris la responsabilité, mais vous pourriez. Moi, je trouve que ça aurait du sens dans cette, grande rénovation, des EHPAD, qui est ce qu'on appelle des services de confort, qui comptent par exemple, bah, de quoi avez-vous envie? Finalement, ce sont vos dernières années, hein, on peut oser le dire. Ce sont vos dernières années, vous avez un peu d'argent, est-ce qu'il y a des choses qui vous feraient plaisir? Et nous, on va vous les acheter et on les impute sur votre compte Ezio, plutôt que de vous les refacturer, mais en tout cas, on s'en occupe avec grand plaisir, Alors, tu vois? c'est vrai, moi, c'est un sujet tu vois, que je prends un peu d'une manière différente, mais je suis assez d'accord. Alors après, les EHPAD, on leur en demande toujours plus et on leur tape toujours plus sur la gueule. Donc à un moment, faut aussi, voilà. Mais tu vois, Ouais, je prends les choses d'une manière un peu différente. C'est moi, régulièrement, en fait, l'EHPAD va proposer, va faire. Tu vois, les gens, ils aiment bien le restaurant, ils aiment bien sortir, aller au ciné, faire un truc et tout ça. Et finalement, c'est l'EHPAD qui va le payer via le budget d'animation, qui sera toujours insuffisant parce qu'on voudrait faire OK, toujours plus. À un moment, il y a aussi la question de se dire que c'est un oui, acte citoyen, que la personne, elle paye elle-même sa sortie au resto. Tout ce qui va être finalement animation, activité individuelle. Je vais au resto, bah, en fait, je le paye, tu vois, comme oui, un grand. Je vais, au ciné, je me paye mon ciné. Je veux des pop-corn, bah, je paye mes pop-corn. Et plutôt que ça passe toujours dans le budget animation. Tu vois, et puis c'est aussi la satisfaction à un moment de s'acheter un truc. Hem et ça, je trouve que bah oui, c'est hyper infantilisant de dire: «Ah bon, bah les gars, on va au ciné?»
Ah ouais, mais c'est l'établissement qui a décidé, c'est l'établissement qui a payé. C'est comme si, en fait, tu étais plus capable de le faire, de ne plus exprimer ton envie. Alors que, tu vois, avec le système Esio, moi, j'ai essayé de convaincre plusieurs EHPAD, mais c'est un peu D'accord. timide. Mais c'est, moi, je suis en chambre, je veux aller faire un resto. Bah, je dis: «Bah, moi, j'ai envie d'aller au resto. Je vais pas mourir en emportant, mes 10 000 € sur mon compte. Donc, si on fait un resto, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent faire un resto? Bon, bah, OK, vous c'est l'établissement qui va payer, mais chaque part de chacun est Mmh. imputée sur son propre compte. C'est juste que sur la manipulation de l'argent de la personne, Oui, nous, on c'est met en ça. place quelque chose de sécurisé, mais ça reste la dépense Oui de et la puis personne finalement, ça elle-même. revient un petit peu au principe, moderne de on va au resto, il y en a un qui paye et puis on utilise une plateforme de paiement et puis hop, les bons comptes font les bons amis, mais c'est plus simple, quoi. Tu vois? Tu dispatches pareil, c'est ça. OK, hem, alors, peut-être pour conclure, est-ce que, tu nous as parlé de l'histoire du bob. Est-ce qu'il y a d'autres expériences, d'autres retours que tu as pu avoir qui t'ont marqué? Hem, c c'est plus, j'ai plus quelque chose sur la digitalisation en fait d'un secteur, médico-social, donc à la fois les SAD et les établissements médico-sociaux, où c'est vrai on leur demande toujours plus de qualité, toujours plus de contrôle, et à la fois très peu de propositions, je trouve, sur, la digitalisation. Et je suis très heureux en tout cas, d'avoir beaucoup de clients qui nous disent: «Bah, en fait, merci d'exister. Vous êtes merci de vous être intéressés à un sujet». C'est un petit sujet, mais c'est un sujet, qui fait quand même caillou dans la chaussure. Merci de vous être, penchés sur la question et et mmh et donc, il y a beaucoup de profils, en tout cas de responsables d'établissements, qui, sont très contents de pouvoir faire évoluer leur métier, de dire qu'aujourd'hui le paiement sécurisé, transparent, par nos propres moyens, ça doit être un nouveau standard de qualité. Donc ils font évoluer leur métier, ils tirent tout le monde en fait, dans cette direction. Et à l'inverse, on a beaucoup encore de réticences, mais c'est un peu comme dans tous les métiers, il y a souvent des statistiques qui sortent sur le taux d'innovation par secteur d'activité. Heu, il y a forcément un grand nombre de personnes qui sont réfractaires, ne serait-ce que par la difficulté de changer, l'ensemble du processus interne. C'est plus ça la grande difficulté, à laquelle nous on se heurte. C'est pas notre logiciel parce que quand on en fait la démo, ils nous disent: «Bon, c'est très simple, vous avez des cartes, vous les alimentez et puis, on voit tout passer». C'est plus la conduite du changement qui est aujourd'hui, difficile parce que, ça implique beaucoup de gens, ça implique des processus, d'organisation en interne, de conduite du changement qui font peur à beaucoup Oui, de c'est gens certain. et Tu prêches un convaincu voilà sur donc l'aspect digitalisation. En fait, moi, c'est vraiment mathématique. C'est le sujet de, on a des outils super performants dans notre téléphone toute la journée pour tout faire. Je pense à Waze, je pense à, enfin, tout, quoi. Des ouais WhatsApp pour communiquer et tout. Tu arrives en établissement, il n'y a plus rien, quoi. Éventuellement un peu de logiciel, et il y a mais plus rien. voilà, c'est même pas forcément du web, tu vois. Donc, il y a plein de choses à faire pour justement, parce qu'après, on se plaint qu'il manque des moyens. Il en manque, c'est sûr. Il manque des moyens financiers, il manque des bras, du personnel, des équipes. Il manque, voilà. Mais on peut déjà tellement gagner de temps, d'énergie et de résultats avec des outils plus performants en s'appuyant sur. Et simple, ouais. Des Bah, outils il faut que simples, ce hein. soit simple. Ouais, ouais, c'est ça, les outils qu'on utilise nous au quotidien et c'est dommage d'avoir une frontière un peu hermétique entre, notre, taux d'équipement et notre taux d'usage personnel pour, le digital et de se retrouver dans un milieu médico-social où on a l'impression, bah, on enfin honnêtement, il y a pour, la comptabilité des courses, chez les services à la personne, heu, il faut noter sur un cahier, à l'écrit: «J'ai pris 50 €, puis j'ai redonné 27,30 €, donc il reste tant dans le porte-monnaie», joint le ticket de caisse. En fait, Ouais, c'est c'est très ça. artisanal. Non, mais on faisait déjà ça au siècle dernier, tu vois, ça n'a pas changé. On est encore en mode dans les Et années 1900, on n'a pas encore la carte bancaire, tu vois, mais bon, ça va c'est venir. ça et pourtant, en fait, tous ces outils-là, digitaux
participe à la fois d'une amélioration de la qualité de vie au travail et aussi, nous, ce qu'on a mis dans une enquête, que je vous invite à lire sur notre site, c'est, une enquête qualité de vie au travail. On a plus d'une centaine d'intervenants à domicile qui utilisent Ezio, qui ont dit ce que ça avait changé et pourquoi, en quoi ça avait amélioré leur qualité de vie au travail, et on a glissé 1 à 2 questions sur le sentiment de reconnaissance à l'égard de l'employeur. Et aujourd'hui, et on touche au management. Je suis en peine sur, je vois je suis auxiliaire de vie, je suis éducateur. Je vois de la redondance et de la pénibilité dans certaines tâches du quotidien. J'en réfère à mon supérieur, au chef de service, à mon directeur d'établissement. Il écoute, parce que c'est une demande partagée, et qu'il met en place un outil qui simplifie la vie à tout le monde, le sentiment, d'avoir été écouté, 2, d'utiliser quelque chose qui nous fait gagner du temps, d'être un peu plus moderne, peut-être un peu plus, raccord avec, la modernité dans laquelle on vit, et ben, ça participe à améliorer le sentiment de reconnaissance à l'égard de l'employeur. Et ce sentiment de reconnaissance, il est hyper important parce qu'aujourd'hui, on est dans des métiers en tension, où le turnover dans les SAD, c'est le problème numéro 1, pareil, il y a des difficultés de recrutement, parce qu'une fois qu'on a recruté quelqu'un, eh ben, faut le garder. Mais si on met en place un bon management, avec des bons outils, une bonne conduite du changement et autres, bah, je dis pas qu'on va garder les gens, mais au moins peut-être qu'ils resteront un peu plus longtemps et qu'ils apprécieront un peu plus leur métier parce qu'on leur aura enlevé un peu de pénibilité, on leur a donné un peu de confort dans le travail. Je suis d'accord. C'est un sujet traité très récemment sur ce podcast de l'accompagnement des équipes et de la charge émotionnelle. Et c'est vrai que gérer l'argent des autres, avoir de l'argent dans sa poche, ce qui est pas à soi, c'est du stress. Oui, Et il y a déjà assez de stress comme ça chez les équipes. oui. Donc si on peut leur retirer ça, ben, c'est une bonne chose. C'est ça. Et donc on va nous rétorquer: «Oui, mais ça coûte cher, c'est de l'investissement, plus ce logiciel, plus ce logiciel, plus ce logiciel». Et donc voilà, il y a des logiques comptables qui sont, court-termistes et qui font prendre des décisions qui, selon moi, sont pas bonnes à long terme. C'est-à-dire qu'on va rester empêtré dans des fonctionnements, heu, artisanaux, alors que dire: «Ce logiciel me coûte 100 € par mois, mais derrière me fait gagner 200, 300, 400 € en temps de travail, en inefficacité, en en comment dire? En gain immatériel aussi». Ce stress, ce sentiment en fait de Mais faire. ça, tout ça, malheureusement, on le mesure pas. Non, on le mesure pas, mais pourtant C'est ça ça le se problème. voit. En tout cas, si ça se mesure pas, ça se sent. On peut palper le sentiment de bien-être de ces équipes, s'ils sont efficaces, s'ils sont bien dans notre boutique. Oui, tu vois? Non, mais c'est clair. Enfin voilà. Ok. Pour conclure, si on rencontre cette problématique de pas de galérer à gérer l'argent des usagers, des bénéficiaires, des personnes qu'on accompagne, si on est intéressé par ta solution, comment on te contacte? Alors le plus simple, c'est, de nous envoyer, un petit message depuis notre site, nom, prénom, nom d'établissement. On vous rappelle, très rapidement. Soit vous nous pokez sur LinkedIn, Siegfried, Mathilde, Claire, Sébastien, on est sur LinkedIn. Faut pas hésiter à nous envoyer un message, et en plus, de toute façon, il y a un numéro en ligne, vous tomberez sur Mathilde, pour discuter. Soyez curieux, s'il y a pas de besoin dans votre établissement, on vous forcera pas la main. Ça n'a aucun sens. Donc on fera toujours une évaluation de besoin, c'est-à-dire qu'on va voir comment vous fonctionnez, et après on vous dira très honnêtement: «Ça, on peut vous aider, ça, c'est un peu inutile, ou ça, c'est gadget». Donc soyez curieux, venez voir, vous pourrez comparer avec votre mode de fonctionnement, et vous serez de toute façon, toujours libre, on vous met pas le couteau sous la gorge pour signer un devis chez nous. Ça marche. Eh ben, merci pour toutes ces infos. Et puis peut-être à bientôt. Merci Salut. Arnaud, avec grand plaisir, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.